Nous accueillons maintenant Monsieur François Molins, qui nous fait l'honneur de bien vouloir venir parler et témoigner à son tour du sujet qui est celui de notre journée de travail. Monsieur le procureur, vous êtes le bienvenu. Vous êtes, monsieur, le magistrat le plus aimé des Français. Il paraît que certains ont voulu que vous candidatiez à l'élection présidentielle. Vous y avez renoncé. Je tiens à rappeler que vous avez fait une carrière très brillante de parquetier dans de très nombreux tribunaux de France. Vous avez été directeur de cabinet du garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, puis monsieur Michel Mercier, qui vous a maintenu dans vos fonctions. Vous avez été nommé en 2011 procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Je tiens à préciser que ce tribunal de grande instance de Paris a une compétence nationale pour toutes les affaires qui relèvent du terrorisme, et c'est à ce titre que vous avez été chargé des attaques majeures survenues en France depuis l'affaire Mohamed Merah, la tuerie de Toulouse rapportée tout à l'heure en mars 2012, jusqu'au meurtre du policier sur les Champs-Élysées en 2017, en passant bien sûr par Charlie Hebdo, le Bataclan, les attentats de Nice ou de Saint-Étienne de Rouvray. Vous êtes aujourd'hui procureur général près la Cour de cassation, donc vous pouvez commencer à jeter sur votre parcours des quasi 10 dernières années un regard rétrospectif. Je vous remercie infiniment de nous en avoir réservé la primeur, et donc nous vous écoutons avec attention pour cette expérience qui fut la vôtre d'un procureur face aux attentats. Merci. Je pense que j'atteindrai certainement pas la densité et l'élévation de pensée d'Antoine Garapon. Je vais me situer dans un registre très différent, beaucoup plus modeste. Et donc, vous avez intitulé mon intervention « Un procureur face aux attentats ». Alors, je voudrais d'abord vous dire que, vu le temps qui m'est imparti, je suis obligé de faire des choix. Je ne vais pas vous parler de l'ensemble des attributions d'un procureur face aux attentats, parce que j'en aurai pour beaucoup de temps et mes propos seraient trop techniques. Je vais peut-être d'abord, dans un premier temps, vous rappeler effectivement quelles sont nos compétences face à un attentat, et puis essayer d'approfondir la problématique de la communication. C'est ce que m'avait demandé Denis Salas, dans la mesure où elle est intéressante, puisqu'elle pose effectivement de gros problèmes, puisque cette communication va naviguer entre des principes aussi essentiels que contradictoires. Je pense à la présomption d'innocence, au droit de savoir du public, à l'efficacité de l'enquête. Donc des choses qui doivent être respectées de façon absolue, mais qui peuvent s'avérer très contradictoires. D'abord, un procureur face aux attentats, qu'est-ce qu'il fait? Il a état de compétence. Son premier devoir, c'est déjà, et ça n'est pas le moindre, de qualifier ce qui a été commis. La qualification de terroriste va rarement de soi, et ira certainement de moins en moins de soi compte tenu de l'évolution des choses. Son travail ensuite, c'est de désigner des services enquêteurs. Là, c'est plus compliqué puisqu'il y en a toujours plusieurs. Donc, au-delà du choix des services, il faut en plus assurer la coordination entre des services différents. Il doit ensuite assumer une responsabilité de direction d'enquête, puisqu'il est aussi gardien des libertés. Il va faire l'interface avec le juge pour obtenir l'autorisation de certaines techniques spéciales d'enquête. Il a en plus une dimension importante à assurer qu'on retrouve dans tous les attentats aujourd'hui, c'est celle de la coopération pénale internationale, dans la mesure où chaque attentat aujourd'hui a des imbrications dans un ou plusieurs autres États, si bien que la coopération est le plus souvent un élément majeur de réussite ou d'échec des enquêtes. Il doit s'occuper des victimes à travers plusieurs prismes, j'en évoquerai deux. Le premier, c'est la liste unique des victimes, qui maintenant a été revue et corrigée, puisque ça pose de tels problèmes matériels que on s'est aperçu que c'était peut-être difficile de le faire peser sur les épaules d'une même équipe. Mais donc, liste unique des victimes, participer au dispositif d'accueil et d'assistance,
veiller bien sûr à la dignité des victimes, mais aussi prendre en compte, et je dis cela en écho aux propos d'Antoine Garapon tout à l'heure, s'interroger et faire en sorte que les réponses qui peuvent être apportées le soient effectivement. Pour illustrer mon propos, dans le cadre des attentats du 13 novembre, mais aussi de l'attentat de Nice, le choix avait été fait de ne pas procéder à l'autopsie de tous les corps de victimes, puisque si on l'avait fait, on aurait ralenti considérablement le rythme de restitution des corps aux familles qui auraient certainement encore accentué leur souffrance, alors qu'il était relativement simple, pourrais-je dire, pour la majorité des cas, de déterminer qu'a été les causes de la mort. On avait anticipé à l'époque ce non-recours à l'autopsie, puisqu'on allait se contenter d'examens radiologiques, scanners et d'examens externes. Et on avait donc demandé aux médecins légistes, notamment sur le vendredi 13, d'être le plus précis possible pour apporter des réponses aux victimes qui se posaient effectivement des questions par rapport au processus d'agonie et au degré de souffrance qui avait pu être celle de leurs proches décédés. Et puis enfin, il y a la communication. Communication qui pose effectivement donc un certain nombre de problèmes et qui a pris une part majeure, effectivement, un peu malgré nous, puisque l'écho de tous ces attentats a été considérable, aussi bien d'ailleurs au sein du territoire national qu'à l'étranger. Et cette question de la communication judiciaire à chaud, elle est essentielle donc au regard des exigences, des grands principes que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des grands principes essentiels, puisqu'ils figurent aussi bien dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a un premier principe de base qui est important et qu'il faut rappeler, c'est le droit du public à recevoir une information qui doit être assurée, qui n'est pas un principe absolu, puisque je crois qu'il peut être influencé et dépendre des circonstances spécifiques de l'affaire, et qui peut donc être sujet à certaines restrictions, afin là aussi d'assurer le respect des autres principes de base que j'évoquais. En droit français, on a une disposition particulière qui figure dans notre code de procédure pénale, qui est l'article 11 du code de procédure pénale, qui affirme un principe, même s'il est très souvent galvaudé, mais que je répète quand même, qui est que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, mais qui, dans son alinéa 3, vient préciser, c'est la seule lecture que je ferai, toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur peut rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant, c'est important, aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes. Alors, cette mission, il faut bien retenir qu'elle est confiée au seul procureur, pour essentiellement, à mon sens, deux raisons. La première raison, c'est qu'il est en charge de l'enquête puisqu'il en a la direction, comme je l'indiquais tout à l'heure, et donc, étant en direction de la charge de l'enquête, c'est lui qui sera le plus à même d'apprécier ce qui peut être dit ou ce qui ne doit pas être dit, justement, compte tenu des enjeux de l'enquête et des investigations en cours. Et puis, je crois qu'il y a une seconde raison qui est peut-être plus importante, qui est une dimension d'ordre plus éthique. Je pense que cette direction, elle est confiée, à mon sens, à bon escient au procureur, parce que le procureur est un magistrat, et que son devoir fera qu'il interviendra dans le respect de l'éthique, en qualité de magistrat, respect de l'éthique et des grands principes de respect de la présomption d'innocence et de la dignité des victimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que cette mission de communication, c'est véritablement une mission du parquet à part entière et qui s'impose effectivement à l'évidence en période de crise, à la fois pour informer nos concitoyens de l'événement, mais aussi pour poser un cadre média. J'y reviendrai et je vais beaucoup parler de liberté de l'information. Il y a, je crois, dans ce type de situation, donc des attentats terroristes d'ampleur, un besoin extrêmement fort et une attente qui, à mon sens, est légitime de la part des citoyens qui veulent savoir, dans laquelle, effectivement, le judiciaire a pu trouver une place peut-être un peu plus légitime, puisque tout le monde sait que la parole des syndicats reste la parole des syndicats, la parole des politiques est peut-être un petit peu démonétisée, j'en dirai pas plus aujourd'hui, et donc, effectivement, la parole du judiciaire est peut-être de nature à inspirer davantage de confiance. Et je dirais qu'il y a dans ces circonstances une exigence de communication qui doit satisfaire, de mon point de vue, à plusieurs impératifs. Informer, bien sûr, en respectant un impératif d'objectivité. Et je crois d'ailleurs que les journalistes et le public attendent de nous que nous donnions une information rigoureuse et exacte. Expliquer ce qui peut l'être, mais aussi ce qui ne peut pas l'être en expliquant pourquoi on ne va pas le dire. Objectiver les choses, éviter les fausses polémiques, lutter contre la théorie du complot qu'on retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les dossiers, et bien sûr ne jamais mentir.
Alors, quelles règles doit-on respecter à chaud, ce qui va m'amener à balayer de façon un peu plus désordonnée que l'ordre des questions que je vais poser les problèmes suivants. Quelles limites imposer au droit à l'information et à la communication? Je pense que ça fait partie des vraies questions qui se posent. Quelle éthique de la communication? Quelle responsabilité imputer aux magistrats, aux policiers et aux journalistes? Je crois qu'on est aujourd'hui, et j'ai jusqu'à quelle heure? Prenez votre temps. On est aujourd'hui, je pense, face à un principe de réalité, c'est qu'un événement dramatique comme ceux que nous avons connus, qui sont des événements hors normes, suscite toujours une médiatisation hors normes, tant en France qu'à l'étranger. Et que c'est donc la presse française et la presse internationale qui va se tourner vers nous sans discontinuer. Donc une médiatisation hors normes qui répond, il faut en avoir conscience, à une attente très forte de nos concitoyens qui, dans de tels instants, ont un besoin accru d'information et d'informations fiables et objectives. Pour autant, je crois que cette médiatisation peut dévier, c'est le plus grand risque en un feuilleton médiatique dicté par l'événement. Je crois que le plus grand risque, effectivement, de la gestion médiatique de ce type d'événement, c'est le piège de l'hystérie et de l'hystérisation. On sait en effet, malheureusement, que les médias ont un besoin constant, pressant, irréfléchi, non pas d'informer, mais ce qui est tout à fait différent, de sortir une information. Et je crois que plus que le devoir d'informer nos concitoyens, il s'agit malheureusement, alors ce n'est pas toujours le cas, hein, je ne fais pas un procès au journalisme en général, il y a beaucoup de médias qui ont beaucoup évolué dans leur réflexion par rapport au traitement médiatique des attentats, qui ont beaucoup progressé, qui ont mis en place, j'allais dire, des chartes éthiques de traitement de l'information. Mais il faut dire effectivement que plus que le devoir d'informer, il peut s'agir parfois de la quête d'un scoop journalistique dans le cadre d'une situation concurrentielle tout à fait exacerbée entre médias que l'on connaît, avec des enjeux financiers qui sont majeurs et que l'on connaît aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est fini où l'on pouvait stigmatiser les seules chaînes d'information continue, puisqu'aujourd'hui, là aussi, il y a un principe de réalité, c'est que la pratique du flux continu d'information, elle est partagée par tous ou presque. Tous les journaux ont aujourd'hui des flux, des sites Internet alimentés en continu. Et en plus, à côté, il y a les réseaux sociaux, dont on sait aussi qu'ils peuvent être l'occasion de toutes les manipulations et de tous les excès. On est donc, si on se met à la place de l'autorité judiciaire, confronté à un principe de réalité. Ce principe, c'est que les médias, en réalité, sont comme nous, dans une course contre la montre, dans la traque des terroristes, et qu'ils entendent eux aussi, à leur place, mais pas avec les mêmes règles éthiques, mener l'enquête, aller sur place, retrouver des témoins, interroger des proches de terroristes et suivre la propagande. Alors on s'est toujours efforcé, avec mes collègues, au niveau de notre action, d'avoir présent à l'esprit ce principe de réalité, justement pour mieux lutter contre cette tendance d'information qui à tout va et qui contrevient à un autre principe majeur qui est celui de protéger les investigations, puisqu'il est bien évident que le secret, il est aussi fait pour préserver l'efficacité des investigations qui sont en train d'être réalisées. Donc ne pas nuire au développement de l'enquête, préserver les impératifs de confidentialité, de réussite des investigations et laisser l'enquête judiciaire se conduire de manière sereine. Alors l'exercice, effectivement, à un moment donné, parce qu'il vient un temps où en réalité on ne peut plus contrôler les demandes des journalistes et où la pression est telle qu'en réalité, il n'y a qu'une seule façon de gérer tout ça, c'est de renvoyer à un point presse, d'avoir un rendez-vous qui va donner quelques heures de repos et de recul et qui permet d'inviter les journalistes à effectivement cet épisode. Ces conférences, elles se font toujours sous tension. Je voudrais d'abord dire là-dessus qu'elles relèvent toujours de la seule décision du procureur. Je peux dire, moi, que c'est effectivement à lui qu'il appartient de déterminer s'il communique ou pas. Moi, je n'ai, au cours des 7 ans que j'ai passés à Paris, jamais demandé le moindre aval à ma hiérarchie sur ce point, ni hiérarchie technique, ni au ministre de la Justice. Je n'ai jamais fait valider par qui que ce soit mes éléments de langage. J'ai toujours décidé tout seul de l'opportunité de faire ou pas un point presse. Mais par contre, bien sûr, j'en avisais au préalable ma hiérarchie. De même que j'en avisais le ministère de l'Intérieur, puisque je pense que là aussi, il y a un partage des compétences qui s'est dessiné au fil du temps, qui fait qu'aujourd'hui, il appartient au ministre de l'Intérieur, il y a la responsabilité politique de la sécurité des Français, de donner des indications sur l'état de la menace et sur le degré d'efficacité des services de police. Par contre, c'est au procureur et à lui seul qu'il appartient d'informer sur le contenu de l'enquête et à lui seul. Alors ces points presse, ils constituent toujours un exercice difficile, qui est toujours fait dans l'urgence,
dans l'attention, où il faut concilier des impératifs qui sont très différents, puisqu'il faut, j'allais dire, je ne veux pas être provocateur ni taquin, mais il faut à la fois en dire le plus possible et le moins possible. C'est-à-dire, et c'est le choix que nous avons fait à Paris, on a décidé en réalité d'abreuver, vous me permettrez le mot, même s'il est un peu fort, d'abreuver la presse de détails précis qui pourraient être pris dans les journaux, tout en ne dévoilant rien qui pourrait porter à la dignité des victimes ou inquiéter inutilement la population. C'est vrai qu'on donnait beaucoup de détails, mais les détails qu'on donnait en réalité plaisaient, mais n'étaient pas véritablement des enjeux au regard de la procédure et de la progression des investigations. Il faut aussi donner des chiffres et aussi expliquer effectivement le déroulement de l'enquête. On s'est rendu compte assez vite qu'il était indispensable qu'on ait une parole rassurante. Ça, on ne l'avait pas vu immédiatement, tout en se rappelant qu'on n'était ni le garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur. On s'est là aussi rendu compte assez vite qu'on n'avait pas à dire combien d'attentats avaient été déjoués sur une période. Ça n'était pas notre rôle. On s'est dit aussi qu'on n'était pas là pour faire peur, ce qui nous a conduit, alors là je reconnais que c'est un mensonge par omission, à ne pas toujours, dans des périodes très anxiogènes, de trop en dire sur les projets d'attentats des personnes qu'on avait arrêtées, notamment quand il y a eu l'assaut de Saint-Denis le 15 novembre, le 15 ou 16 novembre, je ne sais plus, 2015, on s'est bien gardé d'aller dire que les gens qu'on venait d'arrêter projetaient d'aller commettre un attentat aux 4 temps à la Défense. On le savait, on n'a pas voulu en rajouter. Tout ça parce que je pense qu'il y allait de notre crédibilité. On devait dire en quoi la menace était importante, mais sans pour autant alimenter davantage un climat déjà très anxiogène. Dans le cadre de cette course avec les journalistes, on s'est demandé, je vais peut-être apparaître ringard en vous disant ça, mais je l'assume totalement. On s'est demandé fin 2012, après l'affaire Mera, avec la vice-procureure chargée de communication, s'il nous fallait ouvrir un compte Twitter pour le parquet de Paris. Grande question. On ne l'a pas fait. Ma chargée de communication y était favorable et c'est moi qui n'ai pas voulu. Et on s'en est finalement félicité avec le recul. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'il nous est apparu qu'en période de crise, Twitter ne nous paraissait pas être un outil adapté à la communication de crise et en tout cas un outil adapté à la communication du procureur tel que voulu par l'article 11. On a estimé, selon nous, qu'il fallait au contraire être en quelque sorte à contre-courant pour ne pas céder à l'enquête en direct voulue par les journalistes. Et j'allais dire, l'immédiateté n'était pas une bonne formule parce que on se rend compte très souvent dans ces enquêtes que les choses vont tellement vite que communiquer trop vite va conduire nécessairement à donner des informations soit imprécises, soit erronées, qui seront amenées à être contredites, voire rectifiées dans les minutes ou les heures qui suivront. Donc c'était beaucoup trop, j'allais dire, dangereux. Enfin, il nous est apparu que les principes d'impartialité, de respect de la présomption d'innocence, de respect des victimes et la difficulté à avoir une information confirmée à l'instant T pouvaient s'accorder difficilement, en notre sens, avec une communication directe. Donc on n'est pas rentré dans ce jeu-là. Par contre, il est bien évident que la chargée de communication avait un compte Twitter et qu'on suivait avec beaucoup d'attention ce qui s'y passait et ce qui s'y disait pour ne pas fonctionner à l'aveugle. Alors on a essayé donc de naviguer comme ça. Pour autant, il faut rester modeste, on ne maîtrisait pas tout. Et même si on appelait régulièrement au cours de nos points presse à la responsabilité des médias, on s'est quand même, j'allais dire, trouvé face à un certain nombre de difficultés, notamment des diffusions de choses qui pouvaient venir se trouver tout à fait contre-productives par rapport à l'efficacité de l'enquête, par rapport à sa confidentialité. Ce problème, il était très prégnant et on n'était pas le seul à s'en être rendu compte, puisque je vous rappelle que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait dès le 14 novembre 2015, donc le lendemain de l'attentat, adressé une note attirant, je cite, très vivement l'attention des médias sur la nécessité de ne donner aucune indication susceptible de mettre en cause le bon déroulement de l'enquête en cours. Alors je ne vais pas vous donner un florilège des exemples auxquels on a assisté, mais on peut se souvenir de la communication de l'identité des frères Kouachi quelques heures après l'attentat avec des cartes d'identité qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, la présence de caméras sur des lieux de perquisition, alors que les policiers sont en train d'arriver et que les opérations n'ont même pas commencé, l'exemple bien connu de l'interview en direct de l'un des frères Kouachi à l'imprimerie, alors qu'on essaie nous-mêmes désespérément d'obtenir le numéro, comment les joindre, mais il se trouve que la ligne fixe est occupée parce qu'un journaliste d'une chaîne télé va passer plusieurs minutes à l'interviewer.
Moi, je crois qu'il est inconcevable que la presse vienne perturber la gestion de ce type d'événements et notamment de la gestion des prises d'otages. Je pense que sur ce plan, une obligation de résultat s'impose à tous qui passe par le respect d'un principe de sécurité qui veut qu'on ne doit pas venir perturber en quoi que ce soit cette gestion de crise, que ce soit pendant la prise d'otage ou au moment de l'assaut. J'évoque même pas l'information donnée aux preneurs d'otages dans l'hypercachère sur le fait que des otages sont dans la chambre froide, ce qui, effectivement, si il était sur son ordinateur, si ça avait été porté à sa connaissance, les réactions qui auraient pu être les siennes. Donc je pense effectivement que la divulgation de certains détails au cours de certains événements est tout à fait inadmissible et doit nécessiter certainement une réflexion. Je cite très souvent l'éditorial d'un journaliste qui réfléchit, Bruno Frappage, je crois que c'était dans un éditorial de La Croix du mois d'août 2015, qui avait écrit qu'un examen de conscience était certainement nécessaire pour les médias et qui avait écrit à l'époque retenir sa plume, poser son micro, sa caméra pour l'intérêt général, patienter pour préserver l'ordre public et la sécurité des victimes, et qui se demandait si dans ces cas extrêmes, il ne pourrait pas y avoir une forme d'autocensure de la presse. Vous voyez, ça va quand même assez loin. Je répète, moi je suis convaincu que le plus grand piège, c'est celui de l'hystérie, qui se traduit par des emballements dus à la concurrence exacerbée, à la concurrence sauvage, aux nécessités émotionnelles de l'audiovisuel. Je pense là-dessus que le journalisme n'est pas au-dessus des lois, que la liberté d'expression n'est pas absolue. La Cour européenne des droits de l'homme l'a d'ailleurs confirmé dans plusieurs de ses décisions, et qu'à minima, il faudrait non pas empêcher, bien sûr, l'expression de la liberté d'expression de se dérouler, je pense qu'elle est d'une importance capitale, mais peut-être avoir une approche un peu plus nuancée et se demander si à minima, il ne faudrait pas s'imposer un temps suspendu dans le cadre d'une concertation et avoir finalement une absence de communication en live pendant le déroulement de certains événements, alors que on sait que les terroristes sont de plus en plus connectés et n'attendent que ça. Je pense qu'en disant ça, je ne méprise pas le droit à l'information, mais je pense par contre qu'il faut se demander si le droit à l'instantanéité de l'information, ce qui est tout à fait différent, ne pourrait pas, dans certains cas, souffrir certaines exceptions et effectivement conduire à, effectivement, donc, ce qu'indiquait cet éditorialiste, à retenir sa plume et son stylo, ou son doigt sur l'ordinateur. Je voudrais enfin dire que le respect dû aux victimes et la dignité de la personne humaine me paraissent constituer une limite nécessaire à la liberté d'information. Je crois qu'on ne peut pas tout montrer. Je pense toujours à la photo du Point, hein, pour ne pas le nommer, montrant la photographie de Merabet, le policier abattu par les fers Kouachi, boulevard Richard Lenoir. Je pense à VSD ou à Paris Match. Je crois là-dessus que le parquet doit avoir un rôle beaucoup plus proactif. On avait commencé au parquet de Paris des réflexions là-dessus. Rôle proactif qui doit l'amener à conduire, j'allais dire, du cadre pénal pour véritablement incarner la défense de certaines valeurs qui sont, à mon sens, consubstantielles à la notion, au contenu de l'ordre public aujourd'hui, et qui doivent l'amener effectivement à être plus proactif et à aller dans un cadre civil en faisant utilisation de procédures de référé, notamment dans le cadre d'assignation à jour fixe, pour obtenir le retrait de certaines photos, de certaines informations qui sont tout à fait attentatoires à la dignité des victimes ou au contraire à d'autres principes élémentaires. J'en veux pour preuve l'exemple de l'assignation qui d'ailleurs a été couronnée des faits il y a un mois et qui avait conduit à assigner 4 fournisseurs d'accès pour leur interdire effectivement l'accès à un site dénommé tristement démocratie participative et qui était en réalité une louange permanente à l'homophobie, au racisme et à l'antisémitisme. J'en dirai pas plus. J'en terminerai en disant que la conciliation entre grands principes et liberté d'information et de communication d'information me paraît possible, quant à moi, autour de cette notion de responsabilité et de nuance, effectivement, dans l'exercice des compétences et des droits de chacun. Je voudrais simplement, et j'en terminerai par là, renvoyer à un travail qui, moi, m'avait paru très intéressant
et dans le cadre duquel on avait été entendu par le CSA. Je vous rappelle que le CSA avait été missionné par le Parlement dans le cadre de la loi du 21 juillet 2016 et avait été chargé d'élaborer un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle des actes de terrorisme. Donc ce code de bonne conduite, qui je pense est accessible sur le site internet, qui est très intéressant, invite les éditeurs à prendre un certain nombre de précautions. Alors générales d'abord, mettre en place des procédures internes fiables pour sécuriser les informations délivrées grâce à un processus de contrôle et de validation. Et ça, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Après les attentats à Charlie Hebdo, un certain nombre de médias ont fait cet exercice avec des comités d'éthique pour justement s'organiser, pour s'arroger un peu de temps et un peu de recul avant de décider ce qu'on allait diffuser, comment on allait le diffuser et le contenu précis de l'information, pour être sûr de ne pas diffuser n'importe quoi. Précaution vis-à-vis des investigations judiciaires et de l'action des forces de sécurité, bien sûr. Précaution vis-à-vis de la présentation des terroristes et du traitement des images de propagande pour éviter tout phénomène de mise en valeur ou de glorification. Moi, je dois dire là-dessus qu'à titre personnel, j'ai toujours été favorable à l'occultation totale du nom des terroristes. Malheureusement, à partir du moment où tout le monde ne le fait pas, à un moment donné, la digue cède assez vite. Et je trouve que autant il y a un travail à faire à l'égard des victimes, autant l'oubli, le nom devrait très vite, ne pas oublier l'événement, mais oublier très vite le nom de l'individu qui a fait tout ça. Enfin, précaution pour renforcer la fiabilité des informations diffusées. Tout ça, je pense, c'est un exercice auquel on doit parvenir, et je pense que tout ça renvoie en réalité à une forme de recherche éthique. Vous en avez sûrement beaucoup parlé ce matin, vous en parlerez beaucoup cet après-midi, qui renvoie certes pour les journalistes, les magistrats, les associations d'aide aux victimes, les politiques, tout ce qu'on veut, à ce triptyque classique, le savoir-faire, le faire savoir, mais surtout derrière tout ça, le savoir-être, qui renvoie effectivement à l'éthique de notre mission et de nos professions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le procureur, de nous avoir si précisément informés sur le caractère exact et précautionneux d'une enquête de flagrance. Cette enquête que, en tant que procureur de la République, vous devez mener tout de suite dans le feu de l'événement pour sortir de la sidération qu'il a causée et poser des mots sur les actes qui ont eu lieu. Et merci aussi d'avoir fait apparaître dans notre réflexion un objet que ni René Girard, ni Antoine Garapon, ni Denis Salas n'ont décrit, une foule qu'ils n'ont pas décrite, qui est celle des journalistes. Parlons de oui, on peut parler de meute et de toutes les ruses dont il faut savoir user pour donner à votre parole, c'est-à-dire, comme vous le dites très justement, et c'est très impressionnant, à la parole judiciaire, toute la responsabilité qui lui incombe. À l'heure où beaucoup de paroles sont démonétisées, celle-ci, je sais que c'est une idée chère à mon voisin de gauche et à mon voisin Denis Salas qui est dans la salle, c'est le rôle fondamental de la parole judiciaire dans le travail démocratique du traitement de la violence. J'appelle d'ailleurs Denis Salas à nous rejoindre à cette table, car nous avons accumulé assez d'analyses passionnantes pour ouvrir maintenant un débat avec ceux qui d'aventure souhaiteraient poser des questions. Il y a plusieurs micros, n'hésitez donc surtout pas à prendre la parole. Oui, une première question là-bas. Alors bonjour, moi je suis étudiante en histoire et je travaille justement sur les images violentes du terrorisme ces 30-40 dernières années. Et vous avez beaucoup parlé, François Molins, des images violentes en fait dans les médias. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on peut faire une fois que l'image est déjà publiée en fait. Quelle est la solution, puisque même si on la retire, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont déjà vue en fait. Donc que faire? C'est un exercice qui est difficile. D'abord, on n'a pas trop droit à l'erreur parce que c'est compliqué de vous répondre. Moi, j'ai toujours été persuadé que c'est une mission qu'on devait assumer. Il y a des choses contre lesquelles, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose parce que le mal peut avoir été fait, notamment avec les réseaux sociaux. Là, je pense que la marge de manœuvre est limitée. Quand on sait, par contre, que quelque chose va être publié, ça implique effectivement de réagir extrêmement vite. En réalité, on a quelques heures.
Et là, tout dépend finalement, c'est pas impossible, hein. Dans le cadre de l'affaire Mera, on avait pu intervenir parce qu'on s'était rendu compte que Mera avait envoyé par la poste une clé USB à une chaîne télé qui s'appelait Al Jazeera, qui contenait tous les films donc, réalisés avec sa GoPro. Al Jazeera qui s'apprêtait donc à diffuser la tuerie de l'école juive aux Aratora. Bon, c'était pas concevable. Dans ce cadre-là, on a pu effectivement en quelques heures, grâce à un travail entre la section terroriste et la section civile, c'est une première, hein, dans l'histoire judiciaire, avoir une assignation en référé d'heure à heure. Donc ça s'est réglé en quelques heures. Donc on a fait venir les avocats et on est arrivé assez vite à une forme d'accord en réalité, parce que la situation n'était pas tenable pour la chaîne télé, mais un accord qui a été, j'allais dire, sacralisé par le juge des référés parisien. Il y a des situations dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile, parce que l'image en elle-même peut prêter à discussion. On peut avoir des approches par tiers qui ne sont pas forcément partagées, mais ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est concilier les différents impératifs, droit à l'information, hein, liberté d'expression, et droit du public à recevoir des informations, et puis aussi dignité des victimes. On l'a bien vu la dernière fois qu'on a assigné, Paris Match, eh ben, on est arrivé malheureusement un peu tard, parce qu'on est arrivé, on a voulu remettre des assignations aux responsables de la publication, mais les portes étaient fermées. Alors, est-ce qu'elles avaient été fermées? On savait qu'on allait arriver. Bon. Je ne vais pas faire de procès d'intention, mais la question restera toujours posée. On aurait pu avoir quelqu'un qui nous aurait attendu malgré la fermeture des bureaux. On n'a trouvé personne. Donc on a perdu quelques heures. Et donc en réalité, si vous perdez quelques heures, vous avez des premiers tirages qui sont déjà faits. Et là, effectivement, vous allez perdre en efficacité parce que la décision de justice qui est rendue, si elle vous est favorable, d'abord, elle peut ne pas porter sur l'interdiction de toutes les photos que vous avez sollicitées. Elle peut ne porter que sur certaines. C'est ce qui est arrivé sur Paris Match. Et puis, elle peut venir, j'allais dire, et ne confirmer que les seconds tirages. Alors après, vous avez des nuances, parce que vous pouvez avoir les interdictions et des limitations des tirages papier, mais vous pouvez aussi avoir une action qui va concerner la diffusion d'images sur les sites Internet de tous ces médias. Donc, vous pouvez jouer sur des tas de tableaux. Et en réalité, l'action que vous allez avoir au-delà de son degré d'efficacité, elle aura de toute façon toujours un peu d'efficacité, parce que derrière l'action du parquet, vous allez toucher à des intérêts économiques du média. Et là, effectivement, vous allez frapper au portefeuille, vous allez toucher aux points sensibles. Et donc, je pense que tout ça peut faire œuvre de pédagogie. Donc, moi, je pense aujourd'hui très sincèrement que si j'étais resté à Paris, j'en avais beaucoup parlé avec les collègues, on ne l'a peut-être pas fait suffisamment vite. Je pense que ça fait véritablement partie des vecteurs dans lesquels l'action du parquet a une forte marge de progression, parce que c'est lui qui doit incarner effectivement. Ces valeurs sont tellement fondamentales que c'est lui qui doit agir si elles sont violées. En tout cas, moi, c'est la conception que je me fais du ministère public. Denis ? Non, ça... Y a-t-il d'autres questions ? Madame. Moi, je voudrais dire que j'ai été très touchée et je me suis sentie très concernée en tant que psychanalyste parce que Antoine Garapon, vous avez expliqué de la nécessité du silence pour les dites victimes, enfin qui justement veulent se dévictimiser au fond et cesser d'entendre ce que des associations ou peuvent leur expliquer de la personne qu'elle pourrait redevenir, ce qui est impossible puisque une personne qui a subi, comme vous dites, des destructions comme ça, des préjudices extrêmes, eh bien, sont détruites en tant que sujet. Et donc, la question, c'est quand même de redevenir quelqu'un, mais qui ne sera jamais le même que celui qui a été antérieurement. Et aussi, l'importance que vous avez un peu suggéré aussi l'importance pour ces personnes de guérir par la reconquête, par la conquête du sens, c'est-à-dire donner du sens à ce qui s'est produit. Et vous avez cité Albert Camus, Lévinas, Hannah Arendt, etc. Et aussi, au passage, Christine Angot, dont je voudrais vous signaler que, elle a écrit des livres assez maladroits selon moi, mais son dernier roman, son dernier roman, Un amour impossible, est tout à fait remarquable parce que justement, elle montre comment la jeune femme violée et incestée par son père
elle va guérir quand elle va réussir à la fin à trouver les raisons, bien sûr mauvaises, de l'acte de son père. Et enfin voilà, c'est un peu ça que je voulais dire à peu près. Ouais. Voilà. Ouais. Y a-t-il d'autres Oui, monsieur. Et après, derrière. Alors, je ne sais pas très bien à qui s'adresse, qui va pouvoir répondre à ma question. Je voudrais essayer, depuis le début de la matinée, de voir qu'est-ce qui caractérise peut-être quelle est la dimension particulière de la victime d'actes de terrorisme par rapport à une victime, je dirais, d'un crime de droit commun. Pour donner juste un exemple, être victime d'un viol dans un parking parce qu'il y a un malade mental ou un obsédé sexuel qui, bon, par hasard comme ça, c'est aussi par hasard d'une certaine manière, comme à Nice ou ailleurs, que cette personne se trouve être victime et qu'elle est, entre guillemets, détruite, ou en tout cas il y a une atteinte à sa personnalité. Une caissière dans une banque, dans un braquage, même chose. Bon, il me semble, je pose l'hypothèse simplement, que, y compris à partir de ce qui a été dit ce matin, la victime d'un acte de terrorisme a quelque chose de plus à porter, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement innocente au sens où elle était là par hasard, mais elle est victime d'un acte politique, alors à discuter, mais en tout cas d'un acte qui avait, lui, qui visait, qui avait un objectif, qui n'était pas celui de la pulsion d'un individu, mais qui était quelque chose qui était, entre guillemets, là aussi, je mets d'énormes guillemets, une cause, quelque chose. Est-ce que ça génère pour la victime quelque chose de particulier dans la manière dont il faut la prendre en charge? C'est ça ma question. Alors peut-être qu'il y a la réponse dans le bouquin de Denis, je ne sais pas, mais voilà. Juste un détail, je cite un film que moi j'ai trouvé très beau sur les suites du terrorisme qui s'appelle Amanda, qui est un film qui a un certain succès actuellement, dans lequel il y a un homme qui se retrouve à élever sa sœur, la fille de sa sœur qui est morte dans un attentat à Paris d'ailleurs. C'est un film qui est dans les salles actuellement, hein, et qui, à un moment donné, est interviewé par une journaliste qui cherche à avoir des témoignages sur ce que c'est que d'être victime de terrorisme, sur l'attentat en question. Il commence à répondre et au bout de 3 minutes, il lui dit « Non, on va arrêter » et il la laisse dans le café dans lequel elle est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie, c'est un peu ce que dit Antoine, il a envie de vivre, il a envie du silence, il demande ce respect-là et je trouve que c'est très fort. Vous avez tout à fait raison. La meilleure preuve, c'est que le code pénal qui traduit quand même effectivement le choix des valeurs que la société veut ériger, veut faire protéger. Il faut rappeler que le meurtre d'une personne est dans le livre 1, c'est dans les atteintes aux personnes, alors que les atteintes au terrorisme, c'est dans le livre ou le titre 4, qui sont les atteintes contre la paix publique. Effectivement, la victime terrorisme, elle est recherchée effectivement parce que la cible est tout à fait différente. Moi, je crois personnellement que c'est justement pour ça que la collectivité publique a des devoirs supplémentaires et beaucoup plus forts à l'égard des victimes du terrorisme qu'à l'égard des victimes des autres crimes. Et je pense que c'est justement effectivement par rapport à ça et que ça signe effectivement des devoirs particuliers et une intensification du travail qui doit être fait à son égard, justement dans le cadre de tout le processus que Antoine Garapon évoquait tout à l'heure. Juste un mot. Je pense que la question est effectivement, il faut différencier les deux, la victime de droit commun et la victime de terrorisme. Pas seulement par le fait que la victime de terrorisme est une victime qui peut être une victime de masse à l'occasion de ces attentats, mais surtout par le fait que l'État, Antoine a parlé de l'État à juste titre tout à l'heure, l'État a un rôle extrêmement ambigu. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans ces procès qu'il y a effectivement une demande de justice, mais l'État n'est pas loin. Je veux dire, il y a des actions parallèlement à ces procès en responsabilité de l'État pour inattention, pour imprudence, pour... écoutez, on a vu quand même, lors du procès Mera, une mise en cause des services de renseignement qui était quand même assez intéressante. Oui, mais quand même, il y a quand même là un débat judiciaire qui a mis en lumière des divergences d'appréciation des renseignements que les victimes ont entendu un peu pour la première fois publiquement et qui aurait pu effectivement donner lieu à d'autres sanctions. Donc, je pense aussi, pour répondre à cette question, qu'il y a de nombreuses situations où les services de renseignement, notamment quand il y a des dimensions internationales, neutralisent l'information. L'affaire des moines de Tibérine dont je parle dans le livre est un exemple particulier où l'État est tout sauf neutre
dans la réalisation de cette affaire-là en relation entre... Donc il y a quand même une culpabilité, c'est peut-être une question importante aussi pour Antoine, une culpabilité de l'État sous-jacente, qui n'est pas effectivement émergente dans ces procès-là, que recherchent peut-être dans ces actions en responsabilité ou dans leur discours les victimes pour démasquer un rôle que l'État a pu jouer dans la commission de ces faits. Je ne parle pas de l'amnistie, qui est une autre question, mais où l'État, là, fait silence et oublie sur les attentats commis. Oui, deux mots. Ce que disent les victimes, hein, quand on les entend, c'est ce qui est terrible pour une victime de viol, c'est ce viol de l'intimité. Et ce qui inhibe beaucoup le travail ultérieur, c'est-à-dire qu'on a parlé d'être obligé de répéter à des services de police qui ne sont pas toujours très adroits, et être finalement, comment dirais-je, un peu enfermé par sa pudeur. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et ce qu'elles attendent est très, très différent des victimes de terroristes. Les victimes de terroristes n'éprouvent pas ça du tout. C'est une autre... Donc, il faudrait faire des distinctions dans la victimité. Et puis, pour ce que dit Denis, je crois qu'il y a quelque chose... Dans le terrorisme, il y a quelque chose de... on est au nœud du contrat politique de Hobbes, quoi. C'est-à-dire qu'on renonce à nos libertés pour être protégé par l'État. Et quand l'État y manque de manière objective, hein, de manière absolument objective, eh bien, il est en situation d'infériorité. Il doit prouver, il doit récupérer le terrain perdu. Et en quelque sorte, c'est une mission impossible, donc, ce qui lui est demandé. Autre question. Oui, bonjour. Je suis étudiant en droit et monsieur le procureur, vous avez beaucoup parlé du droit à l'information. J'avais une question justement, si on le prend dans un sens un peu plus négatif. En France, on peut consulter des sites djihadistes ou quoi que ce soit. L'année dernière, on avait fait un exposé en classe et on avait en 2-3 clics réussi à consulter notamment la revue de l'État islamique d'Abiq. Et je trouvais ça assez frappant en fait que même à 15 ans, enfin à tout âge, on puisse justement consulter ces sites. Et que pensez-vous justement du lien établi avec la législation française qui autorise justement cette consultation mais condamne la diffusion, et justement ne devrions-nous pas nous inspirer du modèle anglais qui condamne la consultation mais aussi la diffusion? C'est difficile comme question. Il y a eu plusieurs tentatives, je vous rappelle, avec des textes qui ont été votés, qui ont réprimé... bon, l'apologie est réprimée, et on a pu, à un moment donné, réprimer la consultation des sites djihadistes. Et je vous rappelle, je crois que c'est à 2 reprises que le Conseil constitutionnel a invalidé ces dispositions, qui en réalité sont d'une application... si on regarde ça du côté répressif en termes d'efficacité, on était ravis d'avoir cette infraction. Après, on ne peut pas ignorer le fait qu'elle posait quand même un certain nombre de difficultés en termes d'appréhension, parce que c'est toujours un peu délicat de faire un amalgame entre un processus de radicalisation et un processus violent. La compétence de la justice antiterroriste, ce n'est pas la radicalisation, c'est la radicalisation violente. Et c'est effectivement, je pense que c'est ça qui a conduit le Conseil constitutionnel à invalider par 2 fois, en estimant effectivement qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de garde-fous dans le dispositif pour éviter effectivement l'écueil entre les deux. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Alors, j'allais dire, je ne veux pas faire un mauvais esprit, mais peut-être pour une fois, le salut va venir de l'Europe. Hein. Je vais être taquin, puisque vous savez qu'il y a un projet de règlement qui a été inspiré par le commissaire King, hein, qui est en train visiblement de se concrétiser avec un règlement qui devrait être adopté, je crois, dans les mois qui viennent, et qui obligerait tous les providers, donc tous les opérateurs, à supprimer dans un délai de quelques heures les contenus effectivement djihadistes sur leur site internet, sous peine de sanctions financières qui pourraient être prononcées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Ça veut dire qu'en réalité, ça pose aussi d'autres questions. Ça veut dire qu'en réalité,
tous les opérateurs de sites vont devoir construire des algorithmes pour pouvoir rechercher tout ça. Et là aussi, d'où effectivement les questions de savoir si, en termes d'égalité, est-ce qu'il n'y a pas que les GAFA qui seront susceptibles de faire ça? Est-ce que ça risque pas encore de modifier les paysages? Mais c'est une vraie question que vous soulevez, hein. On n'a pas su effectivement aujourd'hui la concilier dans le paysage franco-français. Je pense que le salut sera peut-être dans le cadre de l'adoption de ce règlement européen qui permettrait effectivement de régler les choses. Moi, je crois beaucoup à la police qui pourrait être faite directement par les responsables des sites. Madame. Bonjour, je vais rester là pour le coup. J'ai déjà rencontré Monsieur Salas tout à l'heure. Je suis avocate en droit de l'homme et donc je suis intéressée par le sujet aujourd'hui, bien évidemment. Et j'entends beaucoup parler de droits fondamentaux, j'entends beaucoup entendre parler de liberté fondamentale également. J'entends parler de la loi antiterroriste qui est en train de faire son chemin dans la House of Lords en Angleterre, tout ça va en fait être cassé. En droit de l'homme, comme vous le savez, comme le procureur Molins sait notamment, le terrorisme est en soi une violation des droits de l'homme, une violation fondamentale, parce que c'est une violation du droit à la vie, bien sûr, c'est une violation du droit à la sécurité. Mais la lutte antiterroriste est une obligation de l'État, et quand elle est efficace. Et je voulais savoir, quand on parle de droit fondamental et quand on parle de ces victimes qui représentent une violation de la collectivité quelque part, ce n'est pas uniquement ces victimes qui sont blessées. On peut dire que c'est la France qui est blessée. On peut dire que c'est notre droit à la sécurité qui est blessé. On peut dire que c'est notre droit à la protection de l'État qui s'est retrouvé entaché. Où se place-t-on en droit de l'homme? Où se place-t-on en tant que société libre, démocratique et républicaine si on n'est pas capable d'avoir une réflexion juridique, mais aussi interdisciplinaire, historique et sociale sur les droits de l'homme et sur nos libertés fondamentales en matière de terrorisme? Cette réflexion, enfin, on en a parlé tout à l'heure en aparté, nous l'avons. La preuve, nous appartenons à des disciplines différentes ici. Et vous savez, je parle sous le contrôle de François Molins, mais les parquets aujourd'hui ont des assistants spécialisés, sociologues, anthropologues, qui travaillent avec eux pour décrypter justement le djihadisme. Vous avez raison, pas suffisamment, c'est vrai, ça existe en tout cas dans ce que je peux connaître. Et je trouve qu'à l'audience, notamment les cours d'assises spécialement composées, je pense qu'on devrait avoir plus recours à ce type d'experts qui permettrait peut-être de mieux situer l'analyse que l'on fait et éclairer les juges. Nous n'avons pas malheureusement suffisamment d'expertise culturelle dans notre pays, analogue à d'autres pays qui peuvent l'avoir. Mais je pense que la violation des droits de l'homme, elle est quand même bien posée par les infractions que nous avons actuellement. Et les lois successives qui ont été votées par le Parlement fait que nous avons un dispositif quand même substantiel qui permet de faire face à toutes les situations, sauf si le programme Molins pense qu'il y a d'autres dispositions qui pourraient être prises. Mais je crois que vous êtes de cet avis-là. Je pense que globalement, on a un dispositif qui est adapté. Après, il y a toujours des détails à corriger. Mais... Vous insistez quand même sur le point qu'il faut une compétence nationale. Ça, pour vous, c'est un point fondamental. Pour moi, c'est fondamental. Et si je peux ajouter une autre question à la question, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'un procureur national antiterroriste spécial? Pardon, c'est peut-être une question difficile, mais... J'ai beaucoup évolué sur la question. J'ai toujours été contre le scénario qui aurait consisté à prendre la section antiterroriste pour en faire un parquet. J'ai jamais changé d'avis là-dessus. Bon, le projet qui est déposé aujourd'hui, moi j'aurais été beaucoup plus ambitieux personnellement. Moi j'étais partisan à titre personnel d'un parquet général antiterroriste. C'était un peu révolutionnaire dans le droit pénal français, qui aurait été compétent sur 2 degrés de juridiction. Comme ça existe dans certains pays voisins, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en Allemagne. Et qui aurait couvert donc l'ensemble de la chaîne. Le projet qui est présenté est un peu entre les deux, puisqu'il n'y a pas une compétence pour le second degré, mais il y a une compétence sur le terrorisme au premier degré, qui va donner compétence au futur procureur terroriste pour aller aux assises, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, qui était quand même un peu paradoxal. Un substitut de Fontainebleau règle un dossier de vol avec arme, il ira aux assises, et le substitut qui règle vendredi 13, lui, n'y va pas. Donc ça faisait quand même un petit peu désordre. Donc ça, c'est bien. Et il y aurait une compétence qui va être élargie à des thèmes qui peuvent être interconnectés, on le sait à travers certains dossiers avec le terrorisme. Il y a les atteintes à la sûreté de l'État, et il y a surtout le volet droit pénal humanitaire. J'allais dire peut-être que l'un des enjeux du futur parquet national, ça va être effectivement d'assurer une visibilité
pour la lutte antiterroriste, mais aussi pour le droit pénal humanitaire, qui fera partie de ses compétences et qui doit, à mon sens, surtout pas disparaître au gré d'une assimilation avec la lutte antiterroriste et qui doit garder absolument son identité. Parce que c'est un secteur qui va aller, je pense, en se développant fortement dans les années qui viennent. Vous pensez qu'ils doivent être regroupés sur la même, mais comme deux entités différentes? Moi, même... au parquet de Paris, j'avais 3 dossiers dans lesquels on avait des dossiers dans lesquels il y avait des qualifications terroristes et des qualifications de droit pénal humanitaire. Donc, ce n'est pas une hypothèse d'école. Tout à fait, tout à fait. Très bien, très intéressant. Une autre question ou remarque? Oui, madame. Oui, bonjour, je suis magistrat. Monsieur Garapon, vos propos, surtout à la fin, m'ont vraiment fait penser au documentaire Fluctuat nec mergitur, où on a justement, je pense que vous pensez peut-être à la même victime qui, à la fin, voilà, dit, voilà, ça suffit, moi je veux sortir de ça, passer à autre chose. Et par ailleurs, monsieur le procureur général, je voulais vous demander... Monsieur Molins. Pardon. Mauvais élève. Il n'y a pas de souci. Mélanie Bello, je suis magistrat, chef du bureau l'accès droit, au service de l'accès droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Donc voilà, ces thématiques font écho à ma pratique professionnelle, mais au-delà, bien sûr, en tant que citoyenne, je me sens concernée. Et je me posais la question récemment pour Strasbourg, et je voulais vous demander si vous pouviez revenir sur le début de votre propos, quand vous avez dit il va être, si j'ai bien compris, de plus en plus difficile de qualifier de terroriste l'infraction. Alors moi, voilà, est-ce que c'est parce que voilà, c'est difficile parce qu'il y a aussi le phénomène des tueurs de masse, ou est-ce que vous pensez à complètement autre chose? Est-ce que vous pouviez juste développer ce propos? Merci beaucoup. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on sent bien que ça renvoie, si vous voulez, à l'évolution du contenu de la menace. On avait avant une menace qui était bien ciblée en ce qui concerne les actions extérieures qui pouvaient être dirigées contre la France, qui le sont toujours, mais à un moindre degré. Et on sent de plus en plus qu'il y a eu l'évolution géopolitique du conflit au Levant est telle qu'en réalité, on est moins face à un risque d'action, on va dire, commanditée ou téléguidée ou commise sur instruction que sur des actions terroristes inspirées, avec des gens en réalité qui sont radicalisés, qui auraient voulu partir, qui n'ont pas pu partir, qui sont déçus et qui en réalité vont passer à l'acte, mais sur la base d'une inspiration individuelle, parce qu'à un moment donné, sur fond de tout un tas de problématiques individuelles qu'on connaît, parfois de perturbations psychologiques, vont à un moment donné décider de faire ça. Et la difficulté, c'est pour ça que j'évoquais la difficulté de qualifier, c'est qu'on peut se trouver dans une forme de zone grise où à partir du moment où on est dans le cadre d'un parcours personnel où on ne retrouvera pas forcément un acte d'allégeance par vidéo ou par écrit, on risque de balancer entre le parcours, la dérive psychologique perturbatrice et finalement l'acte militant dans lequel on se revendique de Daesh. C'est des fois assez difficile de naviguer. Et les dernières affaires que j'avais vues, moi notamment sur Versailles ou sur d'autres, c'était très... ça renvoie aussi à la dimension, à l'approche en réalité qui va s'attacher à conjuguer une approche psychiatrique et puis une approche criminologique avec une qualification de terroriste. Et il peut y avoir des situations dans lesquelles c'est extrêmement difficile de démêler tout ça. Oui, sur la deuxième, ça me donne l'occasion de répondre aussi à madame. Je crois que l'art est extrêmement important. C'est-à-dire tout ce qui est la littérature, les films, les vidéos. On est dans une nouvelle époque en raison de la propagation des images, la société des écrans. Il me semble que là, il y a la possibilité de s'identifier et donc de trouver les mots pour le dire. Oui. J'ai lu dans une parution de l'Institut Montaigne que le nombre de musulmans radicalisés en France correspond à 30%. Donc sur les 3 ou 4 millions qui sont là, ça fait quand même beaucoup de monde. Ces gens qui sont radicalisés seraient susceptibles de se livrer à des violences que le Coran souhaite, notamment sur l'assassinat des chrétiens et des juifs. Alors là, je m'interroge, je me demande si ces textes pourraient-ils ne pas être interdits en France, hein? Comment le Coran peut-il se réformer? Quand on va sur le web, on a l'impression que tous les musulmans veulent réformer, mais cet appel à la violence, je crois qu'elle n'est la plupart du temps jamais évoquée dans sa source. Alors j'aimerais avoir vos avis, s'il vous plaît.
Si vous voulez, alors, je crois que j'ai pas tout à fait la même lecture que vous du rapport de l'Institut Montaigne. Il parle plus de salafisme et de séparatisme social, qui est complètement qui est différent. C'est pas radicalisé. Alors ensuite, en ce qui concerne l'islam, il y a, mais on pourrait interdire tout aussi bien la Bible, comme suggérait tout de suite Jean-Pierre Dupuis, qui est tout aussi violente et qui donc on est à l'évidence dans une période de transition. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'un travail collectif en commun du côté des musulmans comme des autres d'ailleurs, d'adapter, de comprendre et de renouveler la compréhension des textes de façon à empêcher leur interprétation dévoyée, et puis surtout travailler à à l'horizon d'une réconciliation, de lutter. Ce qui me semble le plus dangereux, c'est moins les textes, c'est moins la radicalisation que effectivement ce séparatisme social qui est bien et pour la première fois chiffré par le rapport Montaigne. Merci beaucoup Antoine. Monsieur Molins doit malheureusement nous quitter. Nous le remercions infiniment d'être venu participer à nos travaux. Une dame est frustrée, m'a dit-on. Voilà, bon. Pardonnez-moi, madame. Excusez-moi. Juste, je me demande, Monsieur Molins a parlé de ne pas dire les noms des... Et je me suis demandé pourquoi. Pas dire les noms. Le nom. On avait une règle, nous, qui... Bon, d'abord, il y a la présomption d'innocence qui fait qu'on n'aime pas donner les noms. Parce que les journalistes font allègrement. Bon, on le fait quand le terroriste est mort, mais je trouve que donner le nom, quelque part, ça participe à la faciliter la glorification de l'acte. Et que le public, peut-être... Qu'est-ce que ça apporte au public, franchement, de savoir que le terroriste va s'appeler Dupont ou Durand? Bon. Par contre, effectivement, je pense que... Bon, enfin, voici une opinion personnelle. Hein. Je trouve que... Moi, je sais que j'arrive à les oublier très vite et j'en suis très heureux. Bien, merci infiniment pour la qualité de cette matinée. Merci à chacun des intervenants. Je vous donne rendez-vous 14h, 14h15 pour la suite de nos travaux où nous aborderons l'horizon non violent de la démocratie qui s'inscrit très logiquement dans ce qui a été dit ce matin. Merci à tous. Merci infiniment. C'était remarquable. C'était très remarquable. Comme